très intéressant. Il y a aussi la côté politique, clairement, ce qui nous permet d'aller vers le côté politique, deuxième partie de ce débat. Clairement, on sent une vision politique que tu défends, Karim. C'est que pour toi, la Kabylie est différente du reste de l'Algérie. Elle est différente, elle doit s'émanciper du reste de l'Algérie. Il y a clairement un projet indépendantiste ou séparatiste, on en parlera maintenant. Je rappelle, donc Karim est aussi attaché responsable des relations internationales au sein du MAC. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment un linguiste universitaire brillant peut être convaincu aujourd'hui que la Kabylie n'a pas de place en Algérie? Comment est-ce possible? Comment dans le monde d'aujourd'hui, le monde globalisé, dans le monde de la mondialisation, et notamment avec l'histoire particulière de l'Algérie, la Kabylie a joué un rôle important quand même, le congrès de la Soumane, les différents mouvements de résistance contre la colonisation, le rôle important de la Kabylie dans la guerre d'indépendance, etc., la place économique et géostratégique de la Kabylie au sein de l'Algérie. Comment, malgré, quand on est un intellectuel, comment tu es arrivé à avoir la conviction qu'on ne peut pas, que je suis Kabyle et pas algérien? Ça, c'est facile à expliquer. Ce qui serait difficile à expliquer, c'est l'inverse. C'est-à-dire, en tant que linguiste, tu assistes à un linguicide, c'est-à-dire la mort d'une langue, et tu cautionnes et tu continues dans ce statu quo. Ça veut dire c'est non-assistance à une langue en danger. Et c'est ça. Est en train de mourir à la Mazir, ou le Kabyle est en train de mourir? Le régime algérien est en train de tuer les langues amazighes. Il n'y a aucun doute là-dessus. Quand on empêche les enfants d'étudier leur langue maternelle la première année, la deuxième année, la troisième année, et tu leur imposes la langue arabe la première année, la deuxième année, la troisième année, et quand ils arrivent à la quatrième année, tu les laisses étudier la langue arabe, mais seulement à raison de 3 heures par semaine, alors oui, tu es en train de tuer. Quand tu diffuses des chaînes de télévision, radiophoniques, des journaux seulement dans une langue, tu favorises une langue. Le rôle de l'État, ce n'est pas de favoriser une langue au détriment d'une autre. Le rôle principal de l'État devrait être la justice et l'équité, c'est-à-dire ne pas favoriser une langue au détriment d'une autre, mais leur donner les moyens d'expression dans leur espace géographique donné. Donc oui, l'État algérien, le régime algérien est en train de tuer cette langue. Et en tant que linguiste, on a la responsabilité, parce qu'il y a cette conscience qui vient avec les connaissances linguistiques, donc on a le devoir de défendre cette langue-là. Maintenant, le saut vers le MAC, il y a plusieurs raisons. Si on se tient seulement au volet linguistique, eh bien, le régime algérien n'a pas l'intention de changer sa politique qui est linguicide. Donc, ce qui veut dire qu'il faut absolument arracher cette région à l'État algérien. Il faut qu'elle s'auto-administre, il faut que la langue kabyle devienne une langue officielle en Kabylie. Ça, c'est le volet linguistique. Maintenant, si tu veux, on peut parler du volet politique. Justement, juste avant de parler du volet politique, est-ce qu'il n'y a pas d'exagération de ta part? Quand je vois la chanson kabyle, comment elle prospère, les Menguillet, les nouvelles générations de chanteurs kabyles, les Alawa, etc. Quand on voit, tu me dis qu'il y a des radios en berbère, il y a des JT en berbère, etc. Il y a sont où ces symptômes de la mort d'une langue, de la mort d'une culture, d'une identité dont tu parles? Quand tu parles de la chanson kabyle, même dans les années 70, il y avait la chanson kabyle. Mais est-ce que... Beaucoup moins audible que maintenant, quand même. Beaucoup moins écoutée, beaucoup moins populaire. Je dirais même que la qualité à l'époque était meilleure que celle d'aujourd'hui, que l'accès à la chanson était meilleur que celui d'aujourd'hui, parce que dans les années 70, comme moyen de divertissement, il y avait juste la chanson, alors qu'aujourd'hui, il y a tous les réseaux sociaux, Facebook, TikTok et tout ce qui s'ensuit. Donc aujourd'hui, un élève qui va sortir de l'école secondaire, il est capable d'écrire sur les réseaux sociaux en arabe, mais il n'est pas capable d'écrire en kabyle. J'ai parlé avec des jeunes issus de générations qui ont suivi des cours de langue kabyle. Ces cours-là, 3e année, 3 heures par semaine à la 4e année, ne leur donne pas la compétence d'écrire cette langue dans les réseaux sociaux, par exemple.
Alors, l'alphabet aussi. Il y a l'alphabet Oui, latin, mais c'est pas l'alphabet naturel de cette langue. Il n'y a pas d'alphabet naturel, il n'y a aucun alphabet naturel. Ce que tu considères comme l'alphabet arabe, c'était l'alphabet phénicien. Voilà. C'est l'alphabet historique. Oui. Donc il n'y a pas. Ce qui est important pour une langue, c'est le côté pratique. Ce n'est pas le côté idéologique ou symbolique, parce que idéologique pour les panarabistes et les islamistes, ce serait la langue arabe. Et symbolique pour les berbéristes, ce serait les tifinagh. Nous, on a opté ni pour le tifinagh, ni pour les caractères arabes. On a opté pour ce qui est mieux pour la langue kabyle, ou les langues amazighes de façon générale, c'est les caractères latins. Donc pour toi, il y a une véritable persécution culturelle et linguistique encore pour la Kabyle. Il n'y a aucun doute, parce que tu m'as posé la question aussi sur qu'est-ce qui distingue la Kabylie du reste de l'Algérie, est-ce qu'il existe? Bien sûr, il existe. C'est le déni. Ce qui pose problème, ce n'est pas le fait de reconnaître la réalité de cet espace nord-africain. Si on avait opté pour la démocratie, aujourd'hui, la mentalité même de l'ensemble des Algériens, même de l'Afrique du Nord, vivrait aujourd'hui, elle vivrait en symbiose avec, il y aurait une symbiose entre les arabophones et les berbérophones, mais on n'a pas, le régime algérien, les régimes nord-africains de façon générale n'ont pas opté pour cette voie-là. Ils avaient décidé, le nationalisme arabe a fait que ils ont décidé d'imposer la langue arabe, le berbère ou les kabyles représentent un danger, un problème, d'ailleurs ils le disent ouvertement. Le projet Zéro Kabyle, c'est pas quelque chose que les kabyles ont inventé, c'est quelque chose qui est confirmé maintenant. Oui, mais c'était pas un faut nuancer, désolé quand même nuancer tes propos, le projet Zéro Kabyle a été porté par un lobby au sein du régime algérien. D'ailleurs, c'est un lobby sécuritaire qui d'ailleurs dont l'existence n'a pas été réellement démontrée avec exactitude, et ça a été une manipulation illicite pour casser le Hirak, justement parce que le Hirak était porté par la Kabylie, parce que le régime algérien craignait que le Hirak continue à l'ébranler depuis son cœur battant qui est la Kabylie. Mais est-ce que le régime algérien est raciste, xénophobe? Est-ce qu'il y a une apartheid en Algérie? Non. Est-ce qu'il y a, je pose la question, de mon point de vue, non, c'est un débat, hein. Est-ce qu'il y a une discrimination raciale? Il y a des Kabyles qui ont occupé des postes de responsabilité importants. On a eu l'un des patrons les plus importants du service secret algérien, Mohamed Djebbar, est Kabyle. L'ancien patron de la gendarmerie algérienne, Ali Oulhaj, est un Kabyle. On a eu bien sûr Yahya, le général Toufir lui-même, il a des origines kabyles, etc. Donc est-ce que c'est pas vraiment, on n'est pas dans l'excès quand on dit qu'il y a un problème de persécution culturelle, identitaire, etc. Nous ne sommes pas dans l'excès, nous sommes plutôt dans la différence de grille d'évaluation. Ta grille d'évaluation et la mienne ne sont pas les mêmes. Maintenant, si ta grille d'évaluation te permet de dire que parce qu'il n'y a pas d'apartheid, parce qu'on n'a pas fait ceci, parce que l'armée algérienne n'a pas encore largué des bombes en Kabylie, mais c'est pas ça qui va juger un État. Si tu me dis ce qui va juger un État, c'est qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui cause du tort à une communauté, à sa langue, à sa culture et au développement de tous ces aspects-là. Et lorsqu'on va évaluer le tort que le régime algérien cause, les résultats sont là. On n'a pas besoin d'attendre qu'ils larguent des bombes ou qu'ils instaurent un apartheid comme celui de l'Afrique du Sud. Donc ce que tu vois, ce n'est pas un excès de ma part, mais c'est plutôt une différence de grille d'évaluation qu'on utilise. Maintenant, tu as parlé de... c'est quoi déjà le deuxième point que tu as soulevé? Une persécution identitaire et linguistique, oui, etc. Pour justifier la nécessité d'une séparation de la Kabylie de l'Algérie. C'est ça. Est-ce qu'il y a autant d'injustices? Finalement, est-ce que toutes les injustices que subissent toutes les autres régions du pays, elles sont partagées? Toutes les autres régions du pays vivent dans la même injustice. Justement. Alors le point que je voulais retrouver tout à l'heure, c'est lorsque tu disais on a parlé de la persécution, mais lorsque tu dis Zéro Kabyle, c'est pas le régime algérien, c'est un lobby, un clan bien précis à l'intérieur. Les juges, lorsqu'ils décident, ils reprochent quelque chose à un État, y compris la justice française, lorsqu'elle reproche quelque chose à l'État français, l'administration, le tribunal administratif, tu dois en savoir quelque chose puisque tu l'as utilisé.
ils vont pas s'intéresser, ils vont pas essayer de voir est-ce que c'est l'État français, ok, c'est juste un ministère, c'est juste une section, c'est juste une personne. Ça représente l'État français. C'est la même chose pour l'Algérie. Un lobby ou un système sécuritaire ou peu importe quelle composante de l'État algérien utilise le projet Zéro Kabyle, la responsabilité incombe au régime algérien, à l'État algérien en entier. Maintenant, j'ai répondu à est-ce que c'est annexé sur la base en termes de différence de grille d'évaluation. Mais tu reviens quand même, est-ce que la Kabylie est vraiment distincte de l'Algérie? Mais oui, elle est distincte de l'Algérie. La Kabylie, c'est une communauté qui a sa langue qui est différente de celle des arabophones, par exemple, et même des autres amazigophones. Elle a une histoire que le reste de l'Algérie ne partage pas. Elle a des institutions que le reste de l'Algérie ne partage pas. Elle a Exemple concret. Parce que l'histoire, la lutte contre la colonisation, elle a partagé. Les institutions, Tajmat, etc., c'est une spécificité de la Kabylie. Ben, c'est ça. Ouais, ça. Oui, il y a une spécificité. C'est ce que je dis. Donc, lorsque tu constates qu'il y a une communauté qui a ses propres traditions culturelles, qui a sa propre langue, qui a sa propre histoire, qui a ses propres institutions, on dit que ça forme un peuple. Et un peuple a le droit de s'auto-gouverner, d'où les conventions internationales ratifiées des Nations Unies, ratifiées par l'Algérie, qui est celle de l'autodétermination. C'est-à-dire c'est à ce peuple-là de choisir ses gouverneurs et son mode de gouvernance, et non pas un État central qui est considéré comme un colon ou un colonisateur. Alors pour nous, l'Algérie, c'est un pouvoir colonial en fait. Alors, c'est très intéressant ce point de vue. Partons de est-ce qu'au nom de la spécificité culturelle ou identitaire ou sociale, on doit revendiquer une quelconque indépendance? Dans ce cas-là, la Suisse ne devrait pas exister, puisqu'il y a des Suisses italiens, des Suisses allemands, etc. La Belgique ne devrait pas exister, puisqu'il y a des Belges flamands, des Belges francophones. En France, il y a aussi des spécificités. Les Corses, ils ont leurs propres spécificités. Les Bretons, les Vendéens, les Alsaciens. Aux États-Unis, tu viens du Canada. Récemment, il y a une actualité au Canada. Il y a une région, une province qui s'appelle l'Alberta, qui a voulu faire un référendum. Le Québec, il y a eu un long débat. Est-ce qu'on est indépendant ou pas? Mais tous ces pays-là existent. Est-ce que c'est pas un piège de dire, parce que je suis différent culturellement, ou ethniquement, ou socialement, je ne peux pas habiter dans le même pays que les autres? Est-ce que ça, c'est pas dangereux? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce qu'on n'a pas plus de points en commun, nous les Algériens, avec comme les Kabyles, l'ensemble des Algériens et des Algériens, que de points de divergence? Dans ce cas-là, le monde ne sera peut-être pas morcelé, on aura des milliers de micro-États. Est-ce que ce n'est pas un piège? La spécificité n'est-elle pas un piège? Alors, sans te rendre compte, il y a eu un contresens parce que tu as donné l'exemple de la Suisse. La Suisse, c'est une confédération qui reconnaît plusieurs langues officielles, absolument 4. Donc, tu as la Suisse francophone, la Suisse italophone, la Suisse germanophone. Donc la Suisse, c'est un ensemble de quatre États en réalité, et ils ont des gouvernements. Le Canada, c'est la même chose. Jusqu'à présent, le Canada, c'est un État, c'est un seul pays, mais il y a c'est des provinces, c'est comme aux États-Unis, il y a des gouvernements, il y a des parlements provinciaux. C'est ce que le MAC a demandé depuis 2001 jusqu'à 2016. Le MAC, lorsqu'il était créé, les initiales, c'était le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie. L'autonomie de la Kabylie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avoir un palier gouvernemental régional, c'est-à-dire avoir un gouvernement qui va décider pour la Kabylie, mais il est sous l'autorité du gouvernement algérien fédéral. Et on sait la réponse de l'Algérie par rapport à ça. La même chose pour le Parlement. On doit avoir un Parlement régional kabyle qui va décider des lois que nous allons appliquer en Kabylie sur la base de son histoire, de ses traditions, de sa culture et de sa langue. Ce n'est pas, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation devrait être sous l'égide du gouvernement régional kabyle. Voilà, ça c'est un projet qui aurait été beaucoup plus rationnel. Nous l'avons porté, le MAC c'était... Alors pourquoi aller vers la dérive, pourquoi aller vers une option un peu radicale, qui de mon point de vue me semble être une dérive. Je vais te répondre, prendre la direction radicale, c'est pas le MAC.
la direction radicale, c'est la réponse du régime algérien qui a demandé l'extradition du président et du fondateur du MAC, M. Farhat Mahni. Avant de quelle année le MAC a demandé l'indépendance? Est-ce que je peux avoir la date précise? C'était avant l'indépendance. Non, le MAC, quand il a demandé... C'était l'autonomie. L'autonomie. À partir de quelle année il est devenu un mouvement indépendantiste? 2016. 2016. Oui. 2016, Karim, pardonne-moi de te le rappeler, il n'y avait pas la grande répression qu'on connaît aujourd'hui. Il y En avait 2016, il n'y avait pas l'article 87 bis. Le MAC n'était pas considéré comme un mouvement terroriste par le régime de Bouteflika. Les militants du MAC ne partaient pas en prison. C'était dans tous les cas, dans les plus graves des cas, c'était garde à vue. Il y avait des marches du MAC à Tizi Ouzou, à Bjaïa, je suis bien d'accord. Et malgré ça, donc, la tentation séparatiste a commencé bien avant la répression, la persécution du régime. Et alors? Et donc, est-ce qu'elle n'a pas été justifiée? Le MAC n'a pas attendu que le régime Tebboune soit instauré avec ses pratiques liberticides et avec sa politique de persécution pour demander l'indépendance. Donc ça a précédé la répression. Pourquoi en 2016 justement? Il n'y a pas eu de répression particulière. Donc, selon cette logique, aujourd'hui, le gouvernement algérien peut aller exterminer tous les Kabyles et on va dire c'est justifié parce que le MAC a demandé l'indépendance? Mais c'est que non. C'est ce que tu viens de dire, puisque si ça justifie, si la réaction si les demandes du MAC justifient la répression, alors à ce moment-là, pourquoi il sera où la limite? Pourquoi est-ce qu'on dirait... Ah, je n'ai pas dit que les demandes du MAC justifient la répression. Je dis que non, la question très claire, que l'option de l'indépendantiste a été choisie par le MAC dans un moment où il n'y avait pas de répression. Oui. Parce que tu as commencé par ton argumentaire pour dire, voilà, c'est bon, on a essayé de défendre, on a défendu l'autonomie, on a essayé, on ne nous a pas écoutés, on nous a réprimés, etc. Mais en 2016, il n'y avait pas de répression particulière. En tout cas, il n'y avait pas de répression violente. Oui. Alors, pourquoi avoir choisi l'indépendance à ce moment-là? Ok, je vais essayer de rétablir les choses. Ouais. Le MAC a été créé en 2001 lorsque les gendarmes algériens ont tiré à balles réelles et explosives. Le printemps noir de Kabylie. Voilà, sur des jeunes en tuant 128 jeunes Kabyles en 2001. Donc, pour rappel, c'était des balles explosives, ça veut dire faites pour tuer, pas pour éloigner un danger. Et la plupart, on a des photos, on a des vidéos, la plupart étaient tués de dos. C'est-à-dire que les manifestants étaient en train de fuir. Alors, on n'était pas en guerre, donc il ne fallait pas tirer sur des jeunes qui fuient. À partir du moment où le danger est écarté, puisqu'ils sont en train de fuir, pourquoi leur tirer dessus? Donc, on voit là une volonté, ces deux éléments, les balles explosives et tuer de dos, montrent qu'il y avait une volonté de tuer. Ensuite, il y a eu les revendications portées par la plateforme de l'Aqsa, qui a abouti à un cul-de-sac. L'État algérien a joué de la ruse au point de annihiler ou annuler complètement cette plateforme de l'Aqsa. Il n'y a pas eu de suite. À l'époque, on avait ouvert une commission Issaad aussi, c'était juste pour gagner du temps. Elle a juste remis le premier rapport et il n'y a pas eu, c'était prévu qu'il y ait un deuxième rapport et il n'y a pas eu de suite. Personne n'a été condamné, même si on a identifié, la responsabilité. La responsabilité, c'est les gendarmes, c'est le ministère de la Défense. Donc il y a peut-être un gendarme qui a fait de la prison ensuite pour être libéré après. Ça ne rend pas justice à la Kabylie qui a vu sacrifier 128 de ces jeunes. Donc maintenant, l'autonomie, la réaction de l'État algérien, c'était de demander l'extradition, la condamnation et l'extradition de son fondateur, à partir du moment où l'Algérie a fermé la porte à l'autonomie. C'est quoi la différence entre l'autonomie et l'indépendance? La différence principale, c'est que l'autonomie, c'est une question interne. C'est-à-dire, c'est une question que tu vas négocier avec l'État en question, l'État algérien. C'est ça l'autonomie. L'autonomie, il n'y a pas de droit d'ingérence. Mais pour que, à partir du moment où l'État refuse de dialoguer avec les responsables de ce mouvement-là, il est condamné soit à disparaître, soit à évoluer. Alors, il a évolué en mouvement pour l'indépendance de la Kabylie. Pourquoi? Pour faire de cette question interne une question internationale. Lorsque tu revendiques l'indépendance,
tu vas parler aux États du monde, tu vas parler aux Nations Unies, tu vas parler aux instances internationales, et non pas au régime algérien. Si le régime algérien avait voulu contenir la question kabyle ou le MAC, à ce moment-là, il aurait dû accepter le débat sous forme d'autonomie de la Kabylie, et à ce moment-là, on n'aurait pas débordé vers l'indépendance. L'indépendance, ça veut dire qu'on veut parler à des instances internationales et non pas au régime algérien. Donc c'est pas le MAC qui a débordé. C'est pas le MAC qui a dérivé, qui a été par une radicalité. Parce qu'à l'époque, je me souviens, c'était à Alger quand même, je dirais jamais, il y avait des tribunes publiées dans l'Ouatan, etc., qui parlaient de la spécificité culturelle de la Kabylie. Personne n'était arrêté. Honnêtement, il faut dire la vérité, personne. Et après 2019, alors là, une autre question, quand même, est-ce que tu ne penses pas vraiment, sincèrement, que le régime Tebboune nous a rendu service? Pourquoi? Je dis pourquoi. Oui. Est-ce que l'audience du MAC n'a pas été démultipliée et renforcé depuis que l'AT 87 bis, son classement comme mouvement terroriste, etc., et toute la focalisation médiatique, etc. On n'a jamais autant parlé de vous, on ne vous a jamais autant mis en lumière, on ne vous a jamais autant réprimé et persécuté. Est-ce qu'il n'y a pas un effet boomerang? Est-ce que ça ne vous a pas profité finalement? Honnêtement, ça nous a profité parce que ce sont des maladresses commises par l'État algérien qui ne sait pas comment gérer cette question-là. Et nous ne sommes pas les conseillers du régime algérien. On ne va pas leur dire attention, ne faites pas ça parce que ça va rendre service au MAC. Nous, à partir du moment où il y a une action, il y aura une réaction de notre part. Ce sont ces réactions-là de notre part qui donnent l'impression que le régime algérien nous a aidés. Ce que toi tu appelles, tu qualifies d'aide de la part de l'État algérien, en fait ce sont les réponses adéquates du MAC aux maladresses du régime algérien. Donc s'il y a quelqu'un à blâmer ici, c'est vraiment le régime algérien. Tu es d'accord qu'il n'avait pas la même audience? À l'époque de Bouteflika, on n'avait pas la même audience. Mais c'est normal. On n'avait pas la même notoriété. Mais c'est normal. On est bien d'accord. Oui, on est bien d'accord. Mais même on n'avait pas la prétention d'avoir cette notoriété à l'époque lorsqu'on était le MAC pour l'autonomie de la Kabylie. On n'avait pas la prétention d'aller parler aux États-Unis, au Canada, à Israël, à la France, aux Nations Unies. On n'avait pas. Mais c'est le régime algérien qui a fermé la porte à l'autonomie. Donc tout ce qui est venu après, c'était une évolution naturelle, c'est-à-dire qu'on est passé à autre chose. On devait. Mais de 2016 à 2019, au moment de l'adoption de l'option indépendantiste par le MAC est resté largement moins influent, moins connu. Est-ce qu'on peut faire ce constat? C'est que depuis la T87 bis et l'acharnement du régime Tebboune, c'est comme si le MAC s'est nourri quelque part. C'est pas un reproche que je te fais, c'est un diagnostic, un constat. C'est comme si vous avez prospéré sur cette répression menée par le régime Tebboune. Oui, mais on ne va pas se gêner. Tu penses que... Mais bien sûr, tout à fait. On ne va pas se gêner. Du moment que les arrestations ont commencé sur la base d'arguments fallacieux, associations terroristes, etc. Pour nous, oui, on doit sortir dans la rue, on doit alerter les médias internationaux, on doit alerter les instances internationales, les organisations des droits humains, et c'est ça qui a fait que, c'est ça qu'on appelle le MAC a prospéré. Mais aussi, il y a eu plus d'adhésion au MAC depuis 2021, lorsque le régime algérien a brûlé la Kabylie. Tous les Kabyles savent que c'est le régime algérien qui l'a fait. C'est vrai ça. Est-ce qu'il y a eu plus d'adhésion? Il y a eu plus d'adhésion. C'est pas du fantasme, il n'y a pas des chiffres. Oui, moi j'ai on n'a jamais de chiffres sur vos adhérents, on n'a jamais de transparence. On a transparence au niveau des chiffres, au niveau de vos adhérents, au niveau de votre fonctionnement. Il y a aussi des anciens du MAC qui ont quitté le MAC. Oui, je vais juste finir la partie, après on va revenir à ça. Moi j'ai discuté avec des militantes et des militants pour leur dire qu'est-ce qui a motivé votre adhésion au MAC, parce qu'elle est récente, et il y en a beaucoup qui me disent c'est les feux de Kabylie en 2001. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucun doute que c'était le régime algérien qui a fait ça. D'autres, c'était en 2019, lorsque les associations kabyles dans la diaspora ont, pour répondre à la question de la Covid, se sont mobilisés pour collecter comme des bombes à oxygène, des masques, des médicaments pour les envoyer en Kabylie. Et puis Alger a saisi les convois qui ont déjà été envoyés
Ils ont bloqué d'autres qui n'ont pas été envoyés. Toi-même, tu as fait un reportage. Ouais, à l'époque précis, les autorités algériennes ont décidé de gérer elles-mêmes l'affectation à la distribution des aides. Elles ont prétexté à l'époque qu'il ne faut pas privilégier une région au détriment d'une autre. Je vais juste finir. Voilà. L'ensemble des produits qui ont été collectés étaient bloqués au port. Ils ne savaient pas quoi en faire. Ils étaient en train de polluer au port d'Alger. Et il y avait même eu l'idée de les donner à la Tunisie. Et ça, c'était dans l'une des vidéos que tu as toi-même faites. Ouais, c'est bien. Donc, il y a ça. Ensuite, lorsque le rôle de l'État algérien, le rôle d'un État doit être d'aider des associations, la société civile, à contribuer aux solutions. Les associations kabyles ont essayé de contribuer aux solutions. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Chaque village a collecté un ensemble de produits pour les envoyer dans leur village. Maintenant, on ne va pas reprocher aux associations kabyles de n'avoir pas fait ce que le ministre de la Santé, le ministre algérien de la Santé n'a pas fait. Et c'est ça le drame, c'est qu'on oublie l'État algérien, on ne blâme pas l'État algérien pour son inaction, mais on va blâmer les associations kabyles pour leur action. Mais c'est à l'État algérien doit dire, oh, au moins la Kabylie nous a soulagés, il s'est pris en charge par ses propres enfants, on va concentrer nos efforts maintenant pour aider les autres régions. Voilà ce qu'ils auraient dû faire. Ouais, après, on en parlera, parce qu'il faut un débat, on sortira un jour les chiffres quand même, parce que la discussion est passionnante, dans plusieurs rondes de débat. C'est que l'État algérien débloque beaucoup de moyens, il y a des budgets importants pour les wilayas Tizi Ouzou de Bdjaya. C'est pas, les wilayas Tizi Ouzou de Bdjaya, par exemple, ont des budgets nettement supérieurs à beaucoup de wilayas algériennes, etc. Pour dire la vérité. On sortira les chiffres la prochaine fois. Oui, on sortira les chiffres. Alors, on sortira les chiffres la prochaine fois, mais on en parlera. Ce sera une divergence. La question de la femme, parce qu'on est déjà à 58 minutes, tellement c'était passionnant. Alors la question, une question importante pour la femme, et rendez-vous pris pour un deuxième round, comme je le dis toujours avec nos invités, nos interlocuteurs notamment sur la question de la Kabylie, d'Algérie, du mouvement séparatiste ou indépendantiste qui prend le dessus en ce moment au niveau de l'actualité algérienne. Si demain le régime Tebboune disparaît, ou partir, Tebboune à un moment donné va partir, là il est âgé, etc. Il y a un autre establishment qui arrive, un régime plus doux, comme le régime Bouteflika, moins répressif, beaucoup moins dans la persécution. Est-ce que vous n'avez pas peur que vous allez perdre votre légitimité? Parce que si vous serez plus réprimé, si le prochain régime va enlever l'article 87 bis et cessera de mettre les gens en prison pour leurs opinions politiques, y compris si elles sont indépendantistes, tant qu'il n'y a pas une infraction, tant qu'il n'y a pas un acte de violence sur le terrain, etc. Comment vous allez vous comporter face à ce futur régime? Est-ce que vous allez vous remettre en cause pour dire que finalement, peut-être que si nous on est un peu radicaux aussi, on devrait se déradicaliser, revenir un peu vers la modération pour tenter de trouver une solution? La question kabyle, c'est pas Tebboune qui l'a créée. Les 128 jeunes qui ont été tués et qui ont motivé la création du MAC, c'était pas Tebboune. Le MAC était là bien avant Tebboune et il sera là bien après Tebboune parce que le problème de la Kabylie ne sera pas réglé. C'est pas une question de personne, c'est une question de gouvernance, d'idéologie. Et cette idéologie algérienne ne partira pas après Tebboune, donc le MAC n'a aucun intérêt à changer ou à changer ses objectifs. Pas de remise en cause alors? Pas de remise en cause. Ce qui est à remettre en cause, c'est la répression, c'est le comportement brutal et illégal du régime algérien, c'est tous les abus de pouvoir du régime algérien, c'est son fonctionnement mafiosi. C'est tout ça qui est à remettre en cause. C'est pas le droit du peuple à disposer de lui-même. C'est pas ça qui est ça, c'est un principe des Nations Unies qui est ratifié par l'Algérie même. Merci beaucoup Karim pour ce moment plaisir, de discussion, de franchise, merci. De sincérité. Voilà, c'était Karim Acha qui a accepté, donc qui a débattu avec nous en tranquillité, sur une température caniculaire. Je te donne rendez-vous pour une prochaine partie. Avec plaisir. On n'a pas pu tout dire, c'est déjà 5 ans, on a déjà fait presque 1 heure. Le débat se porte sur les différentes plateformes d'Algérie Parle. Je vous invite à nous envoyer vos commentaires, vos questions. Et j'invite Karim à répondre aussi aux questions, etc. sur son chaîne YouTube, page Facebook, compte TikTok. Quant à moi, je vous donne un rendez-vous pour une prochaine fois. Mais comme Azul Fulek, prenez soin de vous. Tanmir. Merci, Tanmir, à bientôt.